Bonjour, dans cette séance, on va commencer le deuxième chapitre des phénomènes géologiques externes, qui a comme titre « Les étapes de la formation des roches sédimentaires », dont la première étape est l'érosion. Toutes les roches de la surface de la Terre subissent l'action de l'érosion. Avec le temps, les roches sont désagrégées, modifiées ou dissoutes, et c'est à cause de l'eau des précipitations ou des vagues qui érodent les falaises, ou bien d'autres agents qui modifient le paysage. Alors, qu'est-ce que l'érosion? L'érosion regroupe l'ensemble des phénomènes qui, à la surface du globe, enlèvent tout ou une partie des roches existantes et modifient le relief. Quels sont les différents agents de l'érosion et comment agissent-ils sur les roches? On peut distinguer plusieurs types de l'érosion, selon l'agent responsable. Les plus remarquables sont l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Les principaux facteurs de l'érosion mécanique sont l'eau, les vagues, la glace, le vent et la variation de température. On peut commencer par le premier facteur de l'érosion mécanique, qui est l'eau. L'eau est le principal agent de l'érosion. L'écoulement des fleuves, l'action des vagues, ainsi que les précipitations ont un impact érosif important, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer l'aspect des paysages. Le deuxième agent de l'érosion mécanique, c'est le vent. Le vent a le pouvoir de déplacer les fines particules, telles que le sable, ce qui cause l'érosion éolienne, qui engendre la destruction des roches et des reliefs par le vent. L'action du vent est plus importante dans les régions où le sol et les roches ne sont pas protégés par un couvert végétal. Parmi les modifications des paysages qu'on peut observer, il y a la forme de cheminées, appelées les cheminées de fées. Le troisième agent de l'érosion mécanique, ce sont les vagues. On observe que l'action des vagues sur le littoral engendre des cassures et des déformations d'une façon continue. Le quatrième agent de l'érosion mécanique, c'est la glace. Les masses de neige qui se détachent et glissent sur le versant d'une montagne s'appelle une avalanche. Le mouvement rapide d'un volume de neige sur une grande pente, ainsi que la fonte des glaces, provoque l'érosion des roches. Sans oublier le cinquième agent de l'érosion mécanique, qui est la variation de la température. L'eau qui gèle occupe un volume 10% supérieur à celui de son état liquide. Pour cette simple raison, au niveau des montagnes et surtout dans les zones les plus froides, l'eau qui s'infiltre dans les failles ou les fissures est capable de fracturer les roches les plus dures en quelques cycles de gel-dégel. La roche ainsi dégradée présente des cassures plutôt nettes et droites. Le deuxième type de l'érosion, c'est l'érosion chimique. L'eau a un rôle important dans les phénomènes de l'érosion. Elle agit selon une action mécanique et chimique. La décomposition chimique des roches donne naissance à des modèles de désagrégation. Le processus important est de dissolution des calcaires par les pluies acides ou bien par l'eau de mer, qui altèrent les roches et libèrent leurs éléments chimiques sous forme d'éléments dissous dans l'eau, en laissant des espaces creux au niveau des roches. On peut observer également l'altération du granit qui aboutit à sa transformation en arène granitique, et finalement en chaos granitique qui a subi en même temps l'érosion chimique et mécanique. Comme on peut observer également un troisième type de l'érosion, c'est l'érosion biologique qui est provoquée par des êtres vivants, animaux ou végétaux. Par exemple, les plantes dont les racines se développent dans des fissures au niveau des roches en engendrant des cassures. Pour conclure, l'érosion est le processus de dégradation et de transformation des roches et ainsi du relief. Il y a plusieurs types d'érosion. L'érosion mécanique, c'est la désagrégation, ça veut dire la séparation des graines d'une roche d'une façon mécanique, ça veut dire par la force. À cause des agents externes, comme l'action de la pluie ou des vagues, ou bien le vent, ou les variations des températures et la glace. Le deuxième type de l'érosion, c'est l'érosion chimique. C'est une altération, c'est-à-dire une transformation des constituants chimiques des roches par l'acidité des eaux, soit des pluies acides ou bien l'eau de mer.
Le troisième type de l'érosion, c'est l'érosion biologique sous l'influence des êtres vivants, animaux ou végétaux. On va passer à la deuxième étape de la formation des roches sédimentaires. C'est le transport des éléments issus de l'érosion. Les produits issus de l'érosion, sous forme solide ou soluble, ne restent pas près de la roche-mère. Le plus souvent, ils sont transportés sur des distances plus ou moins importantes jusqu'aux zones où ils vont se sédimenter. Alors, comment les éléments issus de l'érosion sont-ils transportés? On constate qu'il y a deux agents de transport, l'eau et le vent. On va commencer par le transport par l'eau. On observe clairement que les rivières peuvent transporter les matériaux arrachés au relief, surtout pendant les périodes de crue. La couleur trouble de l'eau de la rivière montre qu'elle est chargée des éléments détritiques et de particules de différentes tailles, ou à l'état dissous. On peut modéliser le transport des éléments détritiques par une rivière en utilisant le modèle suivant. Mais là-haut, c'est quoi qu'on a comme particules? Les grosses en majorité. Regardez ici, par exemple. On a aussi des grosses, des moyennes. Et après, alors il y en a quelques-unes qui sont grosses ici. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi là, à côté? Des particules. Des petites particules, ouais, qui restent au fond. J'ai soif, c'est un truc de malade. Le deuxième agent de transport, c'est le vent. Dans les zones désertiques, le transport des produits de l'érosion, principalement les fines particules solides comme le sable, est assuré essentiellement par le vent. C'est le transport éolien. Que ce soit comme agent de transport, l'eau ou le vent, il y a différents modes de transport en fonction de la taille des éléments détritiques. Ils peuvent être transportés par charriage ou bien par roulement s'ils sont de grande taille, en saltation s'ils ont une taille moyenne comme pour le sable, ou bien en suspension s'il s'agit de fines particules ou d'éléments solubles dans l'eau. On peut différencier les différents types de sable selon l'aspect des grains. L'analyse morphoscopique réalisée sur un sable lavé permet de déterminer la nature de l'agent de transport, la distance parcourue et même la durée de transport. En observant les grains de quartz constituant le sable à l'aide d'une loupe binoculaire, on en observe trois types. Le premier dont les grains sont non usés, transparents ou colorés, d'une forme anguleuse qui montre qu'ils ont subi un faible transport. On peut dire que c'est le sable fluviatile. Si les grains sont émoussés luisants, ils sont très brillants et ils ont des arrêts estampés par un transport hydrique, c'est le sable de plage. Quand les grains sont ronds et mat et qui sont érodés et arrondis par un transport par le vent, on parle d'un sable éolien. Pour conclure, les cours d'eau transportent les produits de l'érosion en suspension pour les éléments détritiques fins,
par saltation pour les éléments d'une taille moyenne ou par charriage pour les éléments lourds, comme les graviers et les galets. Pour le vent, il transporte les produits de taille faible, comme le sable et l'argile. On n'oublie pas que le transport de ces éléments dépend de leur taille et de la force du courant, et que la forme des grains détermine le mode, la durée et la distance de transport. Merci et à bientôt.